Patrick Peretti-Vatel, qui, comme vous le voyez, a dû courir pour nous rejoindre et donc nous présenter c'est une partie de ses travaux de recherche sur un point qui est extrêmement important et extrêmement sensible, je dirais, qui est celui des vaccinations, la question des vaccinations en général. Et donc avec un éclairage plus particulier, les vaccinations, c'est quand même un des points les plus importants parce que finalement, c'est une des armes les plus efficaces contre les maladies infectieuses, mais cette arme fonctionne techniquement, je dirais, ensuite se heurte à une réalité encore plus difficile que celle des microbes, qui est la réalité du terrain et des personnes à qui sont éventuellement destinés ces vaccins. Donc on leur remercie par avance de cette présentation. Merci. Donc en fait, il s'agit d'un travail d'analyse réalisé à partir des données du baromètre santé CLIMPES. C'est une enquête en population générale réalisée par téléphone. Là, je vais principalement exploiter les données de l'enquête 2010, donc dans laquelle on a posé un certain nombre de questions aux gens sur leurs attitudes et leurs pratiques à l'égard de la vaccination. Alors, je précise que ce n'est pas un travail individuel en fait, puisque l'essentiel de ce que je vais dire a été publié il y a quelques semaines dans un article en Social Science and Medicine avec, comme vous voyez, un certain nombre de personnes. Donc, je ne suis pas du tout seul sur ce coup-là. Alors, donc, le contexte, c'est une crise de confiance du public à l'égard de la vaccination. Alors, il y a différents indices de cette crise de confiance. D'abord, il y a un certain nombre d'auteurs qui pointent une réémergence des mouvements anti-vaccinaux, en particulier sur Internet. Donc, elle a expliqué que grâce à Internet, ces mouvements anti-vaccinaux qui existent depuis la naissance de la vaccination ont gagné une nouvelle audience et une nouvelle capacité à diffuser leurs informations et leur opinion. Et c'est ça qui contribue à miner les actions de vaccination. Alors là-dessus, il y a, je pense, une part de fantasme, parce que c'est pas du tout évident en fait qu'il y ait autant de gens que ça qui aillent vraiment sur Internet pour se convaincre qu'il ne faut pas se vacciner. Il y a des études un petit peu contradictoires pour essayer de voir dans quelle mesure effectivement c'est la fréquentation des sites Internet anti-vaccination incite ou pas les gens à se faire vacciner, sachant que c'est un petit peu biaisé parce que souvent en fait les gens vont ou pas sur ce site parce que déjà de toute façon ils ont décidé qu'ils ne savaient pas se faire vacciner, donc la relation n'est pas forcément évidente. Ça a été un point notamment qui était pas mal évoqué au moment de la pandémie, enfin de la grippe H1N1 et de l'échec de la campagne de vaccination. Il dit en fait que les mouvements anti-vaccinaux sur Internet auraient contribué au fait que finalement peu de gens se sont fait vacciner. Là juste, puisque j'ai un petit peu de temps, je me termine une aparté. C'est un point qui est intéressant parce qu'il y a un historien français qui s'appelle Jean-Baptiste Fressos, qui a fait un parallèle finalement entre cet échec de la campagne de vaccination de H1N1 et la façon dont on l'a expliqué, et ce qui s'est passé avec les campagnes d'inoculation de la variole en France au XVIIIe siècle. Et en fait, ce qu'il explique, c'est qu'à l'époque, il y avait donc des médecins, en particulier à Paris, qui faisaient la promotion de l'inoculation, en particulier auprès de l'élite bourgeoise et noble. Et en fait, le problème, c'est que ces bourgeois et ces nobles se voyaient beaucoup dans des salons littéraires où il y avait beaucoup de potins à longueur de semaine. On envoyait des valets pour prendre des nouvelles de la duchesse de machin qui s'était fait inoculer ou du marquis de Bidule qui avait fait inoculer ses enfants. Et du coup, en fait, il y avait une circulation d'informations qui contrariait beaucoup les médecins inoculateurs parce que de leur point de vue à eux, c'est qu'ils avaient un discours rationnel qui expliquait pourquoi un bon chrétien rationnel devait se faire inoculer la variole. Et ils avaient le sentiment qu'à partir du moment où les gens discutaient entre eux et c'est circulé de l'information, ça faisait forcément tout foirer. Et finalement, c'est un petit peu les mêmes explications pour tout aujourd'hui. L'idée, en fait, que le préventeur s'adresse à un individu qui est supposé être rationnel, mais dès que ces individus-là ne sont plus une collection d'individus isolés, mais commencent à discuter entre eux, en particulier sur des forums Internet, ça fait circuler des fausses informations, des mauvaises croyances, et ça contribue à l'échec des campagnes. Alors c'était juste une aparté que je voulais faire, parce que c'est un point intéressant, parce que c'est un point qui dépasse de très loin la seule question de la vaccination, et de façon générale aujourd'hui en santé publique, la prévention essaie toujours de s'adresser à une cible idéale qui est un individu isolé, rationnel, calculateur, mais on a toujours tendance à constater que dès que les gens discutent entre eux, ça va mal se passer et ça va conduire à l'échec des actions de prévention. Par exemple, que ce soit pour la vaccination, la lutte contre le tabagisme ou la promotion des bonnes conduites alimentaires, quand on fait de la promotion de la santé, on essaie de faire en sorte que les gens deviennent de bons acteurs de prévention, donc on essaie d'augmenter leur estime de soi, leur confiance en eux, leur croyance en leur propre capacité à prendre leur santé en main, et aussi leur capacité à résister aux informations que pourraient leur donner les autres. Donc il y a un problème récurrent à la santé publique à penser les interactions sociales autrement que comme une menace pour l'efficacité des campagnes de prévention. Je passe la partie là-dessus. Alors, un autre indice de cette crise de confiance, c'est le recul de la couverture vaccinale avec, en conséquence, des épidémies de rougeole en particulier.
qu'on a eu en Europe, en Bulgarie, mais aussi en France ces dernières années. Alors, une des explications, là je le rajoute, c'est pas sur le transparent, une des explications qu'on donne souvent à cette crise de confiance, c'est que la vaccination sera en quelque sorte victime de son propre succès. L'idée, c'est qu'à partir du moment où elle a contribué à faire quasiment disparaître tout un tas de maladies infectieuses, les gens ne connaissent plus ces maladies, ne se rendent plus compte à quel point ils devraient se sentir chanceux de ne plus être exposés. Donc du coup, ils ne perçoivent plus que les inconvénients éventuels de la vaccination et plus ses bénéfices. J'en doute pas complètement fou. Bon, alors, un autre indice de cette crise de confiance, c'est la multiplication des controverses liées au vaccin. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus, il y a beaucoup d'exemples. On a eu l'autisme en Grande-Bretagne il y a quelques années, un lien supposé entre la vaccination entre le ROR et l'autisme. Il y a eu le problème de l'hépatite B en France avec des possibles cas de sclérose en plaques. On a eu la grippe H1N1 plus récemment. Il y a des papiers qui font très bonne synthèse là-dessus et qui montrent que ces controverses, on en trouve. Alors c'est intéressant parce que c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes vaccins, c'est pas forcément les mêmes maladies qui sont potentiellement incriminées, mais on trouve des controverses de ce type un petit peu dans tous les pays depuis une quinzaine d'années. Il y a même des pays où ça devient dangereux de vouloir vacciner les gens. Je sais qu'il y a quelques mois au Pakistan, il y a des médecins vaccinateurs qui se sont fait lyncher par la population. C'est peut-être pas étranger au fait que la CIA avait utilisé un faux programme de vaccination. Maintenant, les gens qui veulent vacciner les gens, c'est pas forcément. C'est un cas assez particulier. Alors, en France, on a aussi une forte hausse de l'opposition à la vaccination. Donc là, il s'agit plus d'un recul des comportements effectivement observés ou des controverses dans l'espace public, mais là, c'est ce qu'on observe dans les enquêtes d'opinion quand on pose des questions aux gens sur ce qu'ils pensent de la vaccination. Donc, je vous montrerai ça avec des données du paramètre 2000, 2005, 2010. Alors, juste un petit extrait de ce qu'on trouve effectivement dans la presse scientifique. Donc, vous avez un article de 2012 dans Lancet. Alors, vous voyez peut-être pas le titre si vous êtes loin, c'est Addressing the Vaccine and Confidence Gap. Donc, l'idée qu'il y a vraiment un gros problème de confiance dans la vaccination. Addressing the Vaccine Hesitancy, là c'est un éditorial de Science qui date de 3 mois. Donc la Vaccine Hesitancy, en fait, c'est l'idée qu'aujourd'hui, on n'aurait plus d'un côté des gens qui sont anti-vaccination foncièrement et de l'autre côté des gens qui sont pro-vaccination à fond. Mais on aurait plutôt beaucoup de gens dans une zone intermédiaire qui hésitent, qui ne savent pas trop et qui, du coup, un coup vont se faire vacciner ou un coup vont pas se faire vacciner, ou alors qui vont hésiter et puis un coup, pour un vaccin, ils accepteront de le faire et puis pour un autre, ils n'accepteront pas et donc du coup, ils deviennent moins prévisibles. Avec des points de vue assez variés. Là, par exemple, vous avez j'ai même un pointeur, là, ça se trouve. Non, j'ai un pointeur. Oui. Le bouton vert sur un pointeur. Ah, magnifique. Donc, c'est assez intéressant. C'est un article en fait où on s'intéresse aux racines de la vaccine hesitancy. Donc vous voyez, on n'a pas pris une rose, c'est un pissenlit, c'est une mauvaise herbe. Donc voilà, la vaccination est enracinée dans la nature humaine, donc il y a la confusion, le fait qu'on suive des célébrités qui disent des âneries, des problèmes d'information, de communication, et puis là, tout un tas de biais cognitifs sur la façon dont les gens perçoivent les risques. Donc là, il y a bien sûr que la vaccination, la vaccination c'est quelque chose de mal, c'est quasiment une maladie comportementale, mais qui est contre. Vous avez certains auteurs qui expliquent que finalement, on a déjà beaucoup trop informé les gens, ça ne sert plus à rien d'informer les gens pour les convaincre qu'il faut les pénaliser. Par exemple, en interdisant à leurs enfants d'aller à l'école s'ils ne sont pas vaccinés. Vous avez d'autres auteurs, là, c'est dans BMJ, qui disent que finalement, ce mouvement qu'on observe chez les patients, ça signifie en fait que les médecins doivent donner plus d'informations, de l'information plus honnête sur les risques. Donc on a des points de vue assez contrastés sur ce problème-là. Il y a aussi des synthèses qui ont été faites assez récemment pour essayer de comprendre d'où vient cette attitude de la population à la vaccination. Alors on est toujours suivi que l'hesitancy, en fait, c'est sur un continuum quelque part entre le refus, l'opposition et puis l'acceptation. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve c'est pareil, mais toujours sur le niveau relatif. Les vaccins hésitants qui sont là quelque part entre ceux qui rejettent la vaccination et ceux qui l'acceptent. Alors, un des gros défauts de ce schéma, en fait, c'est que ça ne prend pas en compte, en particulier, le degré d'implication des personnes dans les campagnes de vaccination. C'est-à-dire que quelqu'un qui, un coup se fait vacciner, un coup se fait pas vacciner, ça peut être quelqu'un qui est passablement différent de la vaccination, qui n'y connaît pas grand-chose, et puis une fois de temps en temps, il rate, parce que là, il a oublié un vaccin, et donc effectivement, il va être vaccin. Mais ça correspond à une personne qui ne connaît pas grand-chose à la vaccination, qui n'est pas très impliquée dans ses décisions de santé, alors que ça peut aussi très bien correspondre à des gens qui ont un profil complètement différent,
des gens qui s'informent énormément, qui sont très impliqués, qui trouvent que c'est très important la vaccination, mais qui systématiquement veulent confronter plusieurs avis médicaux, y compris par contre éventuellement des avis qui ne sont pas, peut-être pas mainstream, on va dire, par exemple, vous allez voir un naturopathe ou d'autres spécialités médicales pas forcément reconnues. Et donc ces gens-là ont pas du tout le même profil. Donc finalement, il faudrait au moins ajouter une dimension pour distinguer les gens qui sont très peu impliqués dans leur, pour tout ce qui a trait à leur santé, de ceux qui au contraire recherchent beaucoup d'informations et essaient vraiment de prendre leur santé en main, puisqu'en plus il se trouve que c'est ce qu'on leur demande de faire. Alors, donc je reviens là-dessus donc, sur ce qui se passe en France. Ici vous avez les résultats donc, des trois dernières vagues du baromètre santé de l'INPES, l'Institut national de prévention et d'éducation à la santé, les vagues de 2000, 2005 et 2010, avec une question sur ce que pensent les gens de la vaccination en général. Donc vous voyez qu'en 2000, on avait 44% très favorables, 48% plutôt favorables, plutôt pas favorables, on était à 6% et puis 3% de pas du tout favorables. En 2005, c'est à peu près pareil, et puis en 2010, ça change quand même pas mal, puisque les pas du tout favorables passent de moins de 4% à 19%, et on a, ils ont essentiellement mordu sur les plutôt favorables. Donc, au final, si on considère les opinions globalement défavorables, plutôt pas ou pas du tout favorables, on passe de peu près un peu moins de 10% ici, un peu moins de 10% ici, et quasiment 40% en 2010. Donc on a à peu près une multiplication par 4 de la proportion de Français qui sont hostiles à la vaccination, qui se disent hostiles à la vaccination en 2010. Alors, on a plusieurs façons d'interpréter, ça fait un petit peu écho aux coupures de journaux médicaux que je vous ai montré précédemment. On a principalement deux façons différentes d'interpréter ces attitudes. Alors d'abord, l'explication classique qui correspond à la mauvaise herbe en particulier, c'est de considérer qu'on a affaire à des peurs irrationnelles. Et effectivement, dans la presse médicale, l'opposition à la vaccination est souvent décrite comme étant la conséquence d'une panique morale, de réaction émotionnelle, de phénomène de contagion psychologique. Alors, on est toujours sur l'idée qu'il y a des difficultés dans les interactions sociales et que forcément, si on discute avec quelqu'un, on va être victime d'une contagion mimétique ou d'autres choses. Ça a aussi à voir avec ce qu'on appelle en épidémiologie le modèle déficitaire, c'est l'idée en fait que les individus prennent de mauvaises décisions parce qu'ils sont mal informés ou parce qu'ils ont un déficit cognitif, parce qu'il leur manque quelque chose, il leur manque des choses. Je vous ai dit que si les gens ne font pas ce qu'on leur demande, c'est que forcément ils ont un vice plus ou moins caché. Alors, ce qui va de pair avec cette explication des études égales de la vaccination, c'est une caractérisation sociale, c'est-à-dire qu'on considère qu'en général, ces personnes qui ont des peurs irrationnelles à l'égard de la vaccination, ce sont des personnes qui ont un faible statut socio-économique, et c'est un résultat qui renvoie à beaucoup de travaux qui ont été réalisés sur la perception des risques dans beaucoup d'autres domaines, pour beaucoup d'autres types de risques, puisque l'on est sur l'idée que la vaccination serait un risque. Il y a la théorie de là sur les travaux du paradigme psychoéthique de Soulet, qui de toute façon là, ce sont des travaux qui mettent l'accent sur le fait que les personnes qui sont en situation précaire, plus souvent, ont tendance à amplifier leur perception des menaces qui sont des menaces potentielles dans l'environnement. En particulier, les travaux de Marie Douglas qui expliquent que les personnes qui sont en situation de précarité depuis longtemps ont une conception du corps qui leur est propre comme étant quelque chose de plus vulnérable aux agressions extérieures. D'une certaine façon, elles intérioriseraient dans leur conception de leur propre corps leur expérience sociale de vulnérabilité. Donc l'idée, ce sont deux théories parmi d'autres, mais voilà, tout un tas de théories qui essaient d'expliquer effectivement que le fait d'avoir des peurs irrationnelles à l'égard de la vaccination, c'est associé à un statut socio-économique faible. Là, c'est une caricature que vous connaissez sûrement, ça illustre un petit peu ce que je viens de dire. Donc, c'était suite à la première campagne de vaccination contre la variole. Effectivement, le petit peuple avait peur à l'époque, en fait, que si on se faisait effectivement inoculer quelque chose qui venait d'une vache malade, on allait finir par soi-même avoir des morceaux de vache qui nous poussent dessus. C'est très marrant. C'est pas complètement idiot, quelque part, d'un point de vue anthropologique, de penser qu'on devient un petit peu ce qu'on mange ou ce qu'on nous injecte. De la même façon, au moment de la campagne de vaccination contre la grippe H1N1, il y avait l'inquiétude liée au fait qu'il y aurait du squalène dans les vaccins, donc quelque chose qui vient d'un requin, donc ça aussi, on pourrait mettre des ailerons dans la plaie, ça aussi c'est un petit peu... Pour un médecin, c'est complètement irrationnel, mais pour un anthropologue, c'est pas complètement idiot. Moi, ce que j'aime bien dans cette caricature, c'est l'attitude des médecins qui respirent l'empathie et la gentillesse à l'égard de gens qui médecine.
Je vais peut-être expliquer les réactions de ces gens-là d'ailleurs. Alors, il y a une autre façon de considérer ces attitudes de la population et de la vaccination qui considère que finalement, ce sont des attitudes légitimes. Alors, en particulier, il se trouve que il y a un certain nombre de sociologues qui ont travaillé sur ce qu'ils appellent le healthism, qui est un phénomène culturel qui a au moins déjà plusieurs décennies. L'idée, c'est qu'on vit dans des sociétés où on demande de plus en plus à chacun d'entre nous de prendre des décisions, de devenir l'entrepreneur de sa propre existence, d'écouter les experts pour prendre d'ores et déjà les bonnes décisions, pour anticiper l'avenir et faire en sorte qu'on y soit le mieux possible. Et de ce point de vue-là, dans le domaine de la santé, on vous demande effectivement d'être les entrepreneurs de votre propre santé. Et ça, c'est un vocabulaire qu'on retrouve dans toutes les campagnes de prévention, où chacun doit entretenir son capital santé. Et c'est aussi le but de la promotion de la santé que de produire des gens qui sont justement capables de prendre leur santé en main. Alors, le problème, c'est que dans le même temps qu'on demande aux gens de prendre leur santé en main et de recueillir de l'information autour d'eux, il y a aussi un autre phénomène qui s'appelle le désenchantement de la science et la crise de confiance à l'égard des risques technologiques. C'est-à-dire qu'en fait, on demande aux gens de prendre leur destin en main, de prendre leur santé en main et de s'informer pour prendre les bonnes décisions. Le problème, c'est s'informer où. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où aujourd'hui, il y a de moins en moins une vérité scientifique inébranlable qui n'est pas battue en brèche, qui n'est pas critiquée. On a de plus en plus des voix discordantes à tous les Par exemple, pendant la campagne H1N1, effectivement, la ministre montait au créneau à la télé pour dire qu'il fallait se vacciner, mais quand vous alliez voir votre médecin généraliste, qui lui était médecin, pas pharmacien, disait que non, il ne fallait pas se vacciner, donc c'est pas forcément une question. Il y avait bien des voix discordantes. Il y a aussi un phénomène général de crise de confiance à l'égard des risques technologiques et à l'égard des experts. Et ça aussi, c'est quelque chose qui, quand j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens à la Direction Générale de la Santé qui sont persuadés qu'il suffit de faire une bonne campagne de communication et que les gens vont retrouver la foi et la confiance dans la vaccination. Je pense que c'est pas si simple, ne serait-ce que parce que cette crise de confiance à l'égard des risques technologiques et à l'égard de la façon dont ils sont gérés dépasse de très loin la seule question de la vaccination. En l'occurrence, on est plus sur les questions de vaccination, mais il y a l'Institut de la radioprotection de la sûreté nucléaire qui fait une enquête annuelle dans laquelle ils sont interrogés par, je pense, par téléphone, à peu près 1000 personnes. On essaie de suivre en particulier le degré de confiance des Français à l'égard d'un certain nombre de risques technologiques et à l'égard de la façon dont ils sont gérés. Et en fait, il y a une trentaine de risques, de vraiment des trucs très très variés, y compris la vaccination, mais il y a aussi les antennes relais, les particules, plein de choses. Donc c'est pour ça que de façon générale, le niveau de défiance à l'égard des autorités, de ce qu'elles disent et de ce qu'elles font, est très 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 élevé. Je crois que c'est dire que pour les accidents de la route, qu'il y a la moitié des Français qui pensent que les autorités font ce qu'il faut. Pour tout le reste, le niveau de confiance est vraiment très très bas. Et de ce point de vue-là, en fait, finalement, dans un monde où on demande de plus en plus aux gens de prendre leur santé en main, mais où il y a des informations de plus en plus discordantes et une grande crise de confiance, c'est tout à fait normal que les gens se méfient de la vaccination, puisqu'à chaque fois, on tombe sur des crises où effectivement il y a des voix discordantes, des experts qui ne sont pas d'accord. Et de ce point de vue-là, ces inquiétudes seraient socialement différenciées. Pourquoi? Parce qu'en fait, la capacité à prendre sa santé en main et à se sentir l'acteur de sa propre vie, l'adhésion à la culture du risque et à la perception des nouveaux risques, ça serait quelque chose qui suppose des capacités cognitives, qui suppose certaines aisance matérielle, etc. L'idée que finalement, ces inquiétudes à la vaccination pourraient être légitimes, et là aussi socialement différenciées, parce que là, on n'est plus sur des peurs irrationnelles qui seraient concentrées chez les plus défavorisés, on serait sur des inquiétudes légitimes qui seraient au contraire concentrées chez les plus, en particulier les plus diplômés. Et effectivement, il y a quelques études qualitatives sur la vaccination, notamment auprès de parents, notamment aux Pays-Bas là-dessus, aussi en Angleterre, des enquêtes auprès de parents qui décident de ne pas faire vacciner leurs enfants. Et effectivement, ces parents tiennent ce discours-là. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants, ils ne veulent pas se contenter de vacciner leur gamin parce que leur médecin leur dit qu'il fallait le faire. Et donc, ils ont discuté avec d'autres parents. Ils ont discuté avec d'autres parents, c'est pas bon. Ils ont discuté avec d'autres parents, ils ont discuté avec d'autres médecins, ils sont allés voir leur homéopathe. Et à l'issue de toutes ces discussions, ils ont vraiment réfléchi, ils ont décidé qu'il ne fallait pas faire vacciner l'enfant. Donc là, on est vraiment effectivement pas du tout sur un mauvais comportement vaccinal qui est la conséquence d'une indifférence ou d'un manque d'information. On est effectivement sur un refus assumé et argumenté de la vaccination, même si ça ne fait pas forcément plaisir à ceux qui la promeuvent. Alors, l'objectif de nos analyses, en fait, c'était de tester deux hypothèses. En l'occurrence, dans ces enquêtes du baromètre santé, on sait ce que les gens pensent
de la vaccination en général d'une part et du vaccin H1N1 en particulier d'autre part. Par contre, comme c'est une enquête par questionnaire, ils n'ont pas du tout la possibilité de justifier et d'expliquer pourquoi ils étaient pour ou contre. Mais en revanche, on avait toute une batterie d'indicateurs sur leurs caractéristiques socio-économiques. Donc l'idée c'était aussi de dire, effectivement, on ne peut pas caractériser leurs sentiments en termes éventuels de crainte légitime ou de peur irrationnelle, mais par contre on peut voir si on observe une différenciation sociale. Est-ce qu'on observe des craintes qui sont concentrées chez les plus défavorisés, et ça correspondrait donc indirectement, ça serait une preuve indirecte qu'on serait éventuellement en phase de peur irrationnelle, ou au contraire, est-ce qu'on observe une concentration de ce sentiment défavorable à la vaccination chez les plus diplômés, ce qui serait une preuve indirecte plutôt en faveur de la deuxième explication. Donc, en l'occurrence, il s'agissait de s'intéresser aux études à l'égard des vaccinations en général d'une part et du vaccin H1N1 en particulier d'autre part, et de voir les relations entre elles. Effectivement, on peut supposer évidemment que les gens qui au départ sont opposés à la vaccination en général vont être d'autant plus enclins à refuser le vaccin H1N1, mais réciproquement, l'hypothèse qu'on peut faire aussi, c'est que les conditions dans lesquelles la campagne de vaccination H1N1 contre la grippe H1N1 a été organisée ont pu ne pas convaincre un certain nombre de personnes, susciter des réactions défavorables et par extension alimenter l'hostilité à la vaccination en général. Ça peut marcher dans les deux sens. C'était aussi un des objectifs du travail, c'était de voir dans quelle mesure il pouvait y avoir une relation qui marchait dans les deux sens. Donc la première hypothèse, l'opposition aux vaccinations en général serait peu irrationnelle corrélée à un statut socio-économique inférieur. Et donc la deuxième hypothèse, l'opposition spécifiquement à l'égard du vaccin contre la grippe H1N1 serait davantage une attitude légitime corrélée à un statut socio-économique moyen supérieur. Alors, une des raisons aussi pour lesquelles on a fait ces deux hypothèses, c'est que justement dans la littérature, on a expliqué qu'il y a un certain nombre de papiers sur la vaccine hesitancy qui expliquent que typiquement, on observe plus souvent une corrélation entre cette attitude et des caractéristiques socio-économiques supérieures, on va dire, quand il s'agit de l'opposition à l'égard d'un vaccin en particulier. Sur cette idée que la vaccine hesitancy, ça correspond à des personnes qui un coup vont se faire vacciner pour un vaccin, un coup vont pas se faire vacciner pour l'autre, parce qu'en fait, au lieu d'exprimer une attitude générale vers la vaccination, ils regardent chaque vaccin en particulier et à chaque fois en prenant la recherche d'informations. Et donc la question c'était aussi dans quelle mesure ces attitudes sont corrélées et si oui, dans quel sens. Donc essentiellement on a ici exploité l'enquête Barrett Santé INPES 2010. Je vais aller assez vite parce que ça ne vous intéresse pas forcément énormément. Donc là en l'occurrence c'est une enquête par téléphone sur un échantillon. Un sondage aléatoire avec un échantillon représentatif national. Bon, il y avait 28 000 personnes à peu près de 15 à 85 ans, mais en fait, il n'y en a que 10 000 qui ont répondu au module de vaccination. En fait, comme c'est une très grosse enquête avec beaucoup de questions, aujourd'hui, maintenant, on est sur un fonctionnement modulaire. Donc, comme ça, on peut poser beaucoup plus de questions, mais on pose jamais toutes les questions à tout le monde, parce que c'est trop long. Alors, ce qui est intéressant, en fait, ils n'ont pas du tout fait exprès, c'est que la période de collecte s'étale entre octobre 2009 et juin 2010. Sachant qu'on a commencé à parler des grippes H1N1 début 2009, et c'était vraiment fini à peu près un an plus tard. Donc on est en plein dans la bonne période pour étudier ce phénomène. Sachant que comme au total il y a eu à peu près 10 000 personnes interrogées auxquelles on a posé des questions de vaccination, en fait, ces 10 000 personnes s'étalent le recul s'étale dans le temps, et donc de octobre à juin, on peut suivre finalement l'évolution des attitudes de la population à l'égard de la vaccination en général d'une part et du vaccin contre la grippe H1N1 d'autre part, en partie d'autre part, au cours de cette période de mois par mois. Alors il y a aussi des questions. Alors oui, juste un détail en fait, c'est que ce n'était pas la même structuration de questions. On demandait aux gens est-ce que vous êtes favorable ou pas à la vaccination en général, parce que ça correspond au résultat que vous avez dit tout à l'heure. Et par contre, ensuite on leur demandait est-ce que vous êtes opposé à certains vaccins en particulier, et si oui, lesquels. Et là, ils avaient l'occasion éventuellement de citer le vaccin contre la grippe H1N1. Il n'y avait pas de question spécifique où on verbalisait, où on nommait ce vaccin-là comme étant éventuellement un sujet de désaccord. Et les gens pouvaient le faire spontanément. Et donc les facteurs associés qui étaient envisagés, donc, des caractéristiques socio-économiques classiques, il y avait aussi des indicateurs de vulnérabilité sociale, aussi des indicateurs d'accès, de propension à recourir à la médecine préventive. On a recours à des modèles par équation simultanée. En fait, l'intérêt des équations simultanées ici,
c'était de pouvoir éventuellement tester le fait qu'il y ait une relation réciproque entre les deux attitudes. L'idée, c'est que voilà, on prend l'opposition à la vaccination en général et on regarde les facteurs associés, y compris parmi ces facteurs l'opposition au vaccin H1N1 en particulier. Et de la même façon, on modélise l'opposition au vaccin H1N1 en particulier avec des facteurs explicatifs qui sont des facteurs socio-démographiques essentiellement, mais aussi l'opposition à la vaccination en général. L'idée étant de voir ensuite dans quelle mesure on a effectivement une relation réciproque et dans quelle mesure chacune de ces oppositions nourrit l'autre ou est nourrie par elle. Donc ici, un premier résultat, donc on suit en fait d'octobre 2009 à juin 2010 un certain nombre d'opinions. Donc ici, vous avez l'opposition, le pourcentage de Français qui se dit opposés spécifiquement au vaccin H1N1. Donc vous voyez que ça monte grosso modo jusqu'à février-mars et puis après ça redescend. L'opposition à la vaccination en général, elle est ici, donc c'est à peu près la même évolution, sauf que le maximum d'opposition est obtenu un petit peu plus tôt. Et donc vous voyez qu'il se trouve en fait que ces variations sont significatives. Donc effectivement, les attitudes à l'égard de ces deux, l'attitude à l'égard de la vaccination en général, et l'attitude spécifiquement à l'égard du vaccin contre la grippe H1N1 ont effectivement varié sur la période et étaient en l'occurrence particulièrement élevées au moment où on a essayé de vacciner les gens. Et là, il se trouve que globalement, sur l'ensemble de la période, on a 38% des personnes donc, qui se sont dit opposées à la vaccination en général, 40% qui ont cité spontanément le vaccin contre la grippe H1N1 comme étant un vaccin auquel ils sont opposés. Les deux oppositions sont statistiquement très liées, et ça on peut l'illustrer en fait avec les autres groupes que j'ai rajoutés. Ici en fait vous avez le pourcentage d'enquêtés qui se dit contre le vaccin contre la grippe H1N1 parmi ceux qui sont opposés à la vaccination en général, et vous voyez que si on est sur ceux qui sont opposés à la vaccination en général, le pourcentage d'opposition il est bien plus haut que si on est sur l'ensemble de la population. Et puis accessoirement il varie un petit peu moins. Et inversement, ici vous avez la proportion de personnes qui se disent opposées à la vaccination en général parmi celles qui se disent non opposées, qui n'ont pas cité le vaccin H1N1 comme étant un outil de désaccord. Et là, vous voyez que parmi les gens qui n'ont pas cité le vaccin H1N1 comme un vaccin contre lequel ils prennent position, la proportion de personnes qui se disent opposées à la vaccination en général est bien plus faible, significativement plus faible que celle observée ici. Donc il y a bien une relation entre les deux, une variation de ces deux opinions dans le temps. Bon, là, j'arrive à l'endroit où effectivement vous allez devoir me prendre sur parole. On peut pas encore faire un zoom avec ces trucs-là, c'est dommage. Ah oui, j'ai un résumé après. Ça sera mieux. Alors ici, en l'occurrence, je vous ai parlé de la technique, donc il s'agit de regarder les facteurs qui sont associés à des attitudes négatives à l'égard de la vaccination en général, donc se dire plutôt pas ou pas du tout d'accord avec la vaccination en général. Il se trouve que cette opposition à l'égard de la vaccination en général, elle est plus forte chez les hommes. On avait mis l'âge et l'âge au carré comme barre explicative. En fait, l'intérêt de mettre l'âge et l'âge au carré, en fait, c'est pour détecter des phénomènes non linéaires, donc pour voir si. Parce que si on met. L'autre façon de faire, c'est de mettre des tranches d'âge. Mais en mettant l'âge et l'âge au carré, en fait, ça permet de voir si on a un effet parabolique, et donc en l'occurrence, une opposition qui serait maximale pour une tranche d'âge donnée, et qui serait moins forte pour les moins âgés et les plus âgés, ou inversement, une opposition qui serait minimale pour une tranche d'âge intermédiaire. Et là, tiens, c'est devenu rouge, c'est mauvais signe. En l'occurrence, ici, plus on est âgé, plus on a la chance d'être opposé à la vaccination en général. Alors après, s'agissant du niveau de diplôme, de façon générale, plus on est diplômé, moins on est opposé à la vaccination, en général. Pour le niveau de revenu, les effets ne sont pas très significatifs, mais là aussi on observe que les plus aisés, ceux qui ont les revenus les plus élevés, sont les moins souvent opposés à la vaccination en général. Il y avait aussi un effet d'isolement social, c'est que les gens qui n'ont pas eu de contact avec leurs proches au cours de la dernière semaine sont plus souvent opposés à la vaccination en général. Bon, il y avait quelques autres effets, je ne vais pas tous les détailler, mais de façon par exemple ici vous avez les personnes qui ne sont jamais fait dépister pour les hépatites sont plus souvent opposées à la vaccination en général. Évidemment les personnes qui sont à jour de la vaccination sont moins souvent opposées à la vaccination en général, ça c'était attendu. Les personnes qui se sont fait vacciner contre la Covid-19 en 2008 sont moins souvent opposées à la vaccination en général, etc. Et en particulier, on a l'effet assez
assez évident et attendu, à savoir que les personnes qui étaient opposées au vaccin contre la grippe H1N1 avaient 2 fois plus de chances d'être opposées à la vaccination en général. Et sur le tableau de droite, en fait, donc, ce sont cette fois-ci les facteurs associés au fait de citer spontanément le vaccin contre la grippe H1N1 comme étant un vaccin avec lequel on est en désaccord. Donc cette fois-ci, vous voyez que ce sont les femmes qui disent plus souvent qu'elles sont opposées à ce vaccin. Cette fois-ci, on a un effet non linéaire pour l'âge, en l'occurrence, c'est pour les âges intermédiaires entre 40 et 50 ans que l'opposition est la plus forte. Donc ce ne sont pas les plus jeunes ni les plus âgés qui étaient les plus opposés à la vaccination contre la grippe H1N1, c'était une tranche d'âge intermédiaire. Pareil pour le diplôme, on observe que l'opposition est moins forte chez les moins diplômés et chez les plus diplômés. Donc ce sont des niveaux intermédiaires de diplôme, niveau diplôme intermédiaire qu'on a les plus fortes chances de se dire opposés à ce type de vaccination. Pareil pour le revenu, on est aussi sur des revenus intermédiaires qui correspondent à des personnes qui sont plus souvent opposées à ce vaccin spécifiquement. Pareil aussi pour la perception de la situation financière du ménage. Ceux qui trouvent qu'ils sont vraiment dans la merde sont moins souvent opposés à la vaccination en général, et ceux qui trouvent que ça va très bien, moins souvent aussi. Et donc on est plutôt à nouveau sur des situations intermédiaires qui sont associées à cette opposition à l'égard du vaccin contre la grippe H1N1. Je pense que le reste, je peux passer. Et puis il y avait un effet temporel aussi, car on observe effectivement que suivant autant l'opposition contre la vaccination en général ne dépendait pas du moment auquel on avait interrogé les gens. Alors si vous vous rappelez le graphique, pourtant ça bougeait. Mais en fait ici, évidemment, comme on est sur une régression logistique, en fait, les effets sont estimés toutes choses égales par ailleurs. Donc, en fait, pas toutes choses égales par ailleurs. En l'occurrence, c'est pas toutes choses, c'est une fois pris en compte les effets des autres variables introduites dans le modèle. Et donc une fois qu'on a pris en compte l'opposition contre le vaccin H1N1 en particulier, le moment auquel on a interrogé les gens n'a plus d'influence sur leur sentiment exprimé à l'égard de la vaccination en général. Donc c'est pour ça que voilà, en fait, cette variation observée ici, une fois qu'on a pris en compte l'opposition qui est mesurée là, finalement elle disparaît. Et en revanche, pour l'opposition contre le vaccin H1N1 en particulier, même une fois qu'on a pris en compte l'opposition contre la vaccination en général, là aussi, grosso modo, les personnes qui se disent opposées au vaccin en général ont 2 fois plus de chances de citer spontanément le vaccin H1N1. Là, par contre, on avait une évolution temporelle significative avec une concentration des attitudes hostiles à la vaccination en février. C'est là où on avait le pic, sachant que la campagne de vaccination avait commencé en novembre-décembre. Donc, en résumé, cette fois-ci, normalement, même si vous êtes au fond, je pense que vous devez voir. Donc, en résumé, on a d'une part l'opposition exprimée à l'égard de la vaccination en général, qui est associée à un profil spécifique, donc plutôt des hommes âgés, peu diplômés, avec de faibles revenus, et qui rapportent plus souvent des situations d'isolement social. De l'autre côté, donc l'opposition à l'égard du vaccin H1N1 en particulier, qui, elle, correspond plutôt à des femmes à des âges intermédiaires, donc 25-49 ans, des gens, pas les plus diplômés, mais des gens assez diplômés, avec aussi des revenus moyens élevés, sachant que ces deux oppositions étaient positivement corrélées, et dans les deux sens. C'est-à-dire que... Alors après, il faut se méfier, parce que je ne vais pas rentrer dans la cuisine des modèles à équation simultanée, mais personnellement, je trouve que les résultats dépendent un petit peu trop souvent de la qualité des variables instrumentales qu'on utilise et sur lesquelles on n'a pas toujours de... Bref. Mais ce qui est intéressant, c'est que la conclusion du modèle, en tout cas, c'est que les deux attitudes se nourrissent réciproquement. La conclusion qu'on tire du modèle, c'est que effectivement, l'opposition à la vaccination en général a nourri l'hostilité à l'égard du vaccin contre la grippe H1N1, mais réciproquement, l'opposition à l'égard du vaccin contre la grippe H1N1 semble avoir nourri l'opposition à l'égard de la vaccination en général. Ce qui fait en fait une des conséquences les plus délétères de cette crise, c'est qu'à l'issue de cette crise, non seulement les gens sont convaincus qu'ils ont bien fait de ne pas s'être vaccinés, mais du coup ils se demandent peut-être s'ils ne devraient pas renoncer à d'autres vaccins. Alors au niveau des limites et des perspectives, alors je rappelle donc la principale limite, c'est que c'est un test indirect, c'est-à-dire qu'ici on n'a pas cherché à mobiliser des données qui nous permettent de savoir dans quelle mesure les gens sont capables d'argumenter leurs
attitudes à l'égard de la vaccination, de les qualifier, de les expliquer, etc. Donc on n'est pas capable de dire s'il s'agit de craintes qui correspondent à un manque d'information, ou au fait qu'on va trop sur Internet, ou qu'on se méfie des pouvoirs publics. Une des raisons pour laquelle on a fait cette étude, en fait, c'est que c'était pour convaincre l'INPES dans la prochaine enquête de nous laisser poser les questions, pour poser d'autres questions plus intéressantes que celles qui ont été posées, et en particulier des questions sur la confiance à l'égard de sécurité de santé. L'autre limite, sachant qu'une des autres façons de tester ce qu'on n'a pas testé, à savoir non pas le profil socio-économique, socio-démographique associé aux études, mais le fond des études elles-mêmes, ça consiste aussi à faire des études qualitatives. J'en ai cité quelques-unes au niveau des travaux, et on en a en cours notamment avec Pierre Verger dans différents projets financés par l'ANSM. Une autre limite, évidemment, c'est ce que je disais à l'instant, c'est qu'il manque dans l'analyse des barrières relatives au degré de confiance, d'ailleurs confiance à l'égard de qui. Je citais le baromètre de l'ANSM tout à l'heure pour dire qu'effectivement, apparemment, le niveau de confiance était très faible à l'égard des autorités en général, mais il y a aussi, il se trouve que dans les enquêtes de l'INPES, il y a des questions sur le sous d'information, mais qui n'étaient pas posées dans le même module. C'est bête parce qu'en fait, il y avait des questions qui nous intéressaient, mais elles n'ont pas été posées aux mêmes personnes, donc ça ne servait à rien. Effectivement, une des hypothèses, c'est que les gens qui ont davantage recours à Internet, et en particulier à certains sites, n'auront pas les mêmes attitudes à l'égard de la vaccination. Et puis il y a aussi, au niveau des variables manquantes, on a pris en compte l'avis du médecin généraliste, dont on sait que c'est une variable qui joue énormément, et que pour beaucoup de gens, ce que va leur dire le médecin généraliste en face à face dans ce cas de la consultation, ça pèse nettement plus lourd que ce que va leur raconter le ministre à la télé. Alors au niveau des perspectives et des questions qu'on doit encore creuser, d'abord c'est dans quelle mesure on observe ici un nouvel élan du sentiment anti-vaccinal qui va être durable ou pas. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, là vous voyez on est passé de moins de 10% à presque 40%. En l'occurrence, on n'est pas certain, on ne sait pas ce qui s'est passé entre 2005 et 2010. On pourrait très bien imaginer que ça va augmenter encore plus et que ça va baisser après, mais c'est quand même relativement peu probable. La question qu'on se pose, c'est en 2015, où est-ce qu'on va être? Est-ce qu'on va encore augmenter? C'est peu probable. Quand on regarde ce graphique-là, on peut se dire que, effectivement, comme l'hostilité à l'égard de la campagne de vaccination contre la grippe H1N1 a nourri l'opposition à l'égard de la vaccination en général, on peut s'attendre à ce que, une fois cette campagne passée, l'opposition contre la vaccination en général se résorbe petit à petit. Donc moi l'hypothèse que je fais, c'est qu'en 2015, on ne sera plus à ce niveau-là d'opposition à la vaccination, mais on ne sera sans doute pas revenu à celui-là, donc on sera revenu quelque part par là. Mais c'est effectivement une première question qu'il faut se poser, c'est dans quelle mesure cette croissance de l'opposition à la vaccination en général est durable ou pas. L'autre problème aussi que ça pose, c'est comment gérer les sentiments anti-vaccinaux hétérogènes, c'est-à-dire que dans la mesure où les pouvoirs publics essaient de promouvoir la vaccination, la question c'est si on a d'une part des personnes qui effectivement sont opposées à la vaccination parce qu'elles nourrissent des craintes qui peuvent procéder d'un manque d'information, d'un sentiment de vulnérabilité, etc. Mais aussi de l'autre côté des personnes qui sont surinformées et pour certains mal informés, tout dépend du point de vue duquel on se place. La question c'est comment on fait pour gérer les sentiments anti-vaccinaux hétérogènes. On ne peut pas faire les mêmes absences de prévention, sachant que justement à l'égard de ces questions, dans tous les travaux qui se développent actuellement sur la vaccine hesitancy, en fait, c'est des travaux qui sont eux-mêmes très hétérogènes, qui conduisent au fait que la population à laquelle s'intéresse est elle-même hétérogène, et que si on veut faire des actions de prévention efficaces, il faut qu'elles soient ciblées. Les tailored interventions, là c'est assez marrant aussi, parce qu'en fait, on fait cette conclusion-là dans tous les domaines, que ce soit pour lutter contre le tabagisme ou n'importe quoi, c'est toujours la conclusion qu'il faut cibler les interventions. Le problème, c'est que pour cibler les interventions, il faut des recherches qui disent comment les cibler. Il faut former des gens, et puis il faut que ces gens-là aient le temps. Donc, si c'est des médecins, c'est un peu compliqué. Donc finalement, ça revient souvent à une question de temps et d'argent. Donc effectivement, si on avait beaucoup d'argent et beaucoup de temps, on pourrait se faire des interventions ciblées pour tout, et ça marcherait beaucoup mieux. Bon, effectivement, aujourd'hui dans la littérature, il y a des gens qui disent qu'il faut quand même continuer à informer les gens parce qu'il leur manque encore des informations. Il y en a d'autres qui disent qu'au contraire, les gens sont pas trop, ils sont pas assez informés, mais ils sont mal informés. Et il y en a d'autres qui disent carrément, c'est ce que je disais tout à l'heure, que de toute façon, ça sert à rien de les informer, on leur a déjà donné toute l'information, et s'ils persistent à ne pas vouloir te faire vacciner, ou à ne pas vouloir faire vacciner leurs enfants, il faut juste les pénaliser pour les contraindre à rentrer dans le
Et aussi, bon, l'autre question évidemment qui doit se poser, c'est quel est l'impact de ces études sur les comportements vaccinaux. Ce que je vous disais tout à l'heure, effectivement, c'est que les gens qui travaillent sur la vaccinologie insistent sur le fait qu'il n'y a pas forcément de cohérence entre les études et les comportements. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont pas du tout être convaincus du fait qu'il faut bien faire vacciner leur enfant contre telle maladie. Mais même s'ils n'en sont pas convaincus, il y en a certains qui vont quand même le faire vacciner, d'autres qui effectivement ne le font pas vacciner, et d'autres encore qui feront un shoot sur deux, ou alors qui vont retarder la vaccination. Et donc en fait, il y a tout ça pour dire que les attitudes à la vaccination n'ont pas forcément des impacts en termes de comportement. Et heureusement, puisqu'en l'occurrence, là vous avez presque 40% de Français qui disent qu'ils sont opposés à la vaccination en général, mais quand on regarde dans le détail, il y a quand même une bonne partie qui sont à jour de la vaccination, et la plupart qui ont effectivement fait vacciner leurs enfants contre un certain nombre de maladies. Cela étant, quand on regarde les relations entre attitudes et comportements vaccinaux, on observe effectivement que les gens qui sont opposés à la vaccination sont moins souvent vaccinés, en particulier que les gens qui sont opposés à la grippe, au vaccin, qui se déclarent opposés au vaccin contre la grippe H1N1, étaient plus souvent opposés, étaient plus souvent en retard de leur vaccin, ou en tout cas pas à jour. Alors évidemment, c'est pas dans ce sens-là que ça marche, c'est qu'a priori, vu qu'en général les vaccins c'était antérieur, c'était au départ des gens qui étaient opposés à la vaccination et qui se faisaient moins souvent vacciner, qui se sont plus souvent déclarés contre le vaccin spécifiquement contre le vaccin contre la grippe H1N1. Donc en fait, comme elles ne commencent pas à vacciner tous les jours, c'est pas forcément facile de voir un lien entre des comportements vaccinaux qui sont la plupart passés et une attitude qu'on observe à un moment donné. Par contre, dans la mesure où l'opposition au vaccin H1N1 apparaît particulièrement forte parmi les femmes, il se trouve que dans la répartition genrée des tâches ménagères, ce sont plus souvent les femmes qui s'occupent de la vaccination des enfants, et plus souvent parmi les 25-49 ans, ce qui correspond à une population qui a beaucoup plus de chances d'avoir des enfants en âge de se faire vacciner. On peut se poser effectivement la question de savoir quel doit être l'impact sur les comportements vaccinaux à terme de cette croissance du sentiment anti-vaccinal. Sachant qu'il y a déjà certains travaux, en particulier de l'INVS, qui montrent qu'il y aura un fléchissement de la couverture vaccinale contre la grippe saisonnière depuis l'épisode H1N1. Merci. Merci. Alors, des questions sur des domaines complexes. Si on extrapole vos données, l'opposition devrait augmenter. Le nombre d'hommes âgés va augmenter, le nombre d'hommes âgés peu éduqués avec des mauvais et isolés socialement, etc., va augmenter. Le nombre de femmes actives, passablement éduquées, va augmenter. Oui, si on prend en compte le vieillissement de la population, effectivement. Mais d'un autre côté, on voit bien aussi avec la courbe que on peut quand même supposer que si on est passé de moins de 10% d'une opposition stable, d'à peu près un peu moins de 10% d'opposition à la vaccination générale, à presque 40% en 2010, c'est probablement essentiellement à cause de l'épisode H1N1, sachant qu'on sait que par le passé, notamment avec l'hépatite B ou ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, on sait que normalement, à la suite de ce type de choc transitoire, les attitudes reviennent à des niveaux plus faibles. Effectivement, le fait qu'il y ait un vieillissement démographique, ça ne va pas forcément dans le bon sens pour les études égales à la vaccination en général, mais je pense que ça va jouer à la marge. On était sur du 10%, on est passé à du 40%, j'ai tendance à penser qu'on va peut-être retomber à 15%. Et le fait que la population vieillit, ça va peut-être effectivement nourrir une petite augmentation du sentiment vaccinal, mais pas dans les mêmes proportions que ce qu'on a observé en 2009. En particulier, on ne va pas rester à ces 40%. Je ne pense pas qu'on va rester à ces 40% qui vont surtout augmenter du fait du vieillissement de la population. Je pense qu'on va retomber probablement pas très loin des 10%. Mais effectivement, il faut prendre en compte le fait que la population à laquelle on s'intéresse change, en particulier du point de vue des facteurs qui sont associés à ce mesure. J'ai une question, alors, ça s'adresserait probablement au contexte que tu as étudié avec l'épisode H1N1 et puis sur les vaccins, une efficacité résultat des polio, enfin, des vaccins pandémiques. Mais j'ai une question sur
d'autres vaccins dont l'efficacité est un peu plus remise en cause. Je me souviens, alors ça a peut-être changé sur la typhoïde, mais il y a 15 ans, on ne conseillait pas les voyageurs de se vacciner contre la typhoïde, non pas parce que le vaccin était dangereux, mais parce que le vaccin le protégeait mal de la typhoïde et en plus modifiait les symptômes, et c'est plus compliqué de faire des diagnostics après. Et un autre exemple plus récent, c'est la vaccination orale contre le choléra, qui n'a aucun intérêt actuellement en termes de santé publique, n'arrêtera jamais une épidémie, et mobilise des forces considérables, des argent considérables pour un effet qui est négligeable par rapport à d'autres effets. Donc, des campagnes qui sont lancées de communication sur les vaccins, d'une efficacité remise en cause scientifiquement, est-ce que ça n'a pas un effet aussi sur... Si, justement, ça correspond à l'explication qui pointe le fait que ces craintes peuvent être légitimes parce que nous arrivons dans un contexte où effectivement il y a des voix discordantes et où il y a des gens qui expliquent que les vaccins ne sont pas forcément efficaces, ou c'est pas forcément une donnée de se faire vacciner. Donc c'est pas seulement l'opposition à la vaccination, c'est pas seulement des élucubrations plus ou moins débiles qu'on verrait que sur les sites anti-vaccination qui sont faits par des analphabètes. Et effectivement, dans certains cas, des arguments tout à fait recevables. Moi je me souviens, il y a quelques mois, on était par exemple au siège de la MSN avec des experts de la vaccination qui eux-mêmes nous disaient qu'ils n'étaient pas persuadés, par exemple, pour parler d'un vaccin pour le genou, qui n'étaient pas du tout persuadés que ce soit une bonne idée de vacciner contre le papillomavirus, parce que comme on vaccine en fait que contre certaines souches, si ça se trouve, on allait favoriser la croissance et le développement d'autres souches qui allaient bénéficier du fait que des souches concurrentes étaient neutralisées par le vaccin. Donc effectivement, on est dans un contexte où les gens peuvent très bien avoir de très bonnes raisons. En tout cas, ils peuvent très bien argumenter et trouver dans la littérature scientifique ou dans des médias de vulgarisation des arguments tout à fait convaincants comme je pense que c'est très réducteur de penser que le sentiment anti-vaccination c'est quelque chose qui procède d'une ignorance ou de croyances religieuses. Et effectivement, il y a quand même, on peut facilement mobiliser un savoir expert qui nuance fortement l'intérêt de certains vaccins. Est-ce que ces données, elles peuvent être corrélées, elles ont été corrélées avec le suivi du carnet de santé des enfants en PMI, de la couverture vaccinale des enfants, puisque c'est les femmes justement. Oui. Et deuxième question, est-ce qu'il y a des faits biologiques, au sens de séro-épidémiologie auprès des donneurs de sang, ou d'autres choses qui corrèlent, séro-épidémiologie de la couverture pour la grippe saisonnière par exemple, corrèlent ce que vous avez montré? Alors la deuxième question, non, parce que là en fait on est sur des données purement déclaratives, donc c'est pas du tout... c'est la seule chose dont on dispose en fait, ce sont les réponses que les gens nous donnent aux questions qu'on leur pose. Il y a effectivement des corrélations entre les attitudes exprimées à l'égard de la vaccination et le fait que les enfants soient vaccinés ou pas, mais ce sont des corrélations très partielles. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais bon, grosso modo, chez ceux qui sont favorables à la vaccination, on va dire qu'il y a 100% des gamins qui sont vaccinés, alors que chez ceux qui sont défavorables à la vaccination, il n'y en a pas 100%, il y en a 95%. Donc ça veut quand même dire que l'immense majorité des gens qui se disent opposés à la vaccination font quand même vacciner leurs enfants contre des pathologies, et en particulier tout ce qui est préconisé pour le calendrier vaccinal pour les enfants. Mais ils sont moins nombreux à le faire. Effectivement, sachant que en plus, l'efficacité globale d'un vaccin dépend du taux de vaccination. Effectivement, si on passe de 100 à 95 et puis dans 90 ou 85, à un moment donné, même si on a toujours la plupart des gens opposés à la vaccination qui font vacciner leurs enfants, ça peut finir par avoir une incidence délétère en connaissance de temps. Et c'est ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire est-ce qu'on observe une décroissance de la couverture vaccinale, même pas de l'ordre de 10 à 40%, parce que c'est pas 40%, mais est-ce que c'est ce qui se passe qu'il y a une multiplication par 4 de... Pour certains vaccins, je citais la grippe saisonnière, mais c'est aussi pour ça qu'on a observé des épidémies de rougeole ces dernières années. Donc effectivement, on observe un déclin de certaines couvertures vaccinales, sachant que les deux bémols à mettre, c'est que heureusement, l'ampleur qu'on observe au niveau des comportements vaccinaux n'a rien à voir avec l'ampleur de ce qu'on observe au niveau des attitudes. Et ensuite, c'est délicat de corréler les deux, encore une fois, parce que comme on ne prend pas tous les jours des décisions vaccinales, voilà, les gens qui en 2009 se disent, deviennent opposés à la vaccination en général, ils n'auront pas forcément l'occasion
de concrétiser cette opposition en acte avant un certain temps. Donc on a peut-être que d'ici à cette occasion, nous allons changer. Donc effectivement, on ne peut pas trouver de corrélation mécanique entre les comportements et les attitudes. Moi, je vous demandais par rapport à la perception des risques sur le schéma avec une naissance au niveau de l'acceptation ou du rejet de la vaccination, dans quel sens la perception du risque attire dans quel sens? Ça veut dire, est-ce que c'est sur l'acceptation du vaccin ou sur le refus du vaccin? Si c'est sur le refus du vaccin, pourquoi ou quel facteur influe sur cette perception du risque au niveau qu'ils peuvent penser à la maladie et d'être favorable au vaccin? Du coup, on n'était pas sur le schéma, parce que sur la question de la perception des risques, c'est aussi pour ça que je faisais un rapprochement avec les travaux qui sont menés dans beaucoup d'autres domaines sur la question de la perception des risques. Aujourd'hui, la plupart des travaux qui ont été réalisés sur les attitudes et les comportements à l'égard des vaccinations montrent que ce qui détermine les gens essentiellement, ce sont les risques qu'ils associent à la vaccination. C'est-à-dire que ce qui joue, c'est pas tellement la perception de la dangerosité de la maladie contre laquelle on vaccine ou de la fréquence de cette maladie, donc c'est pas tellement sa fréquence ou sa gravité, c'est pas tellement la maladie qui compte, en fait, c'est vraiment le vaccin lui-même. C'est essentiellement, ce qui joue essentiellement, c'est la perception dans une moindre mesure de l'efficacité du vaccin, mais c'est surtout la perception des effets secondaires potentiels du vaccin. C'est vraiment ça qui aujourd'hui détermine principalement les attitudes à l'égard de la vaccination. C'est la perception des risques associés au vaccin lui-même. Effectivement, la maladie elle-même passe à la trappe. Et effectivement, sur ces travaux-là, on retrouve, suivant les cas, soit quand même pas mal de travaux effectivement qui pointent le fait que la capacité de se préoccuper pour des effets secondaires d'un vaccin, c'est quand même plus souvent quelque chose qui va correspondre à des personnes qui ont un profil socio-économique relativement élevé et en particulier à un haut niveau de diplôme. Il n'y a pas que les effets secondaires, il y a aussi le fait d'attraper la maladie alors qu'on a été vacciné. Oui, enfin, ça c'est plutôt l'efficacité, mais effectivement il y a... C'est pas de la littérature, c'est du vécu. Oui. Justement, c'est ce que montrait justement Jean-Baptiste Fresso dans son travail d'historien, c'est qu'il y avait d'un côté les inoculateurs qui expliquaient aux gens que c'était merveilleux l'inoculation, que c'était vraiment ce qu'il fallait faire, ils avaient tout un raisonnement pour montrer que non seulement c'était rationnel, mais qu'en plus, quand on se présenterait devant son Dieu, si on ne s'était pas fait inoculer, on prendrait cher, c'était vraiment important pour un bon chrétien de se faire inoculer. Et à côté de ça, il y avait ces gens qui effectivement se fréquentaient dans des salons, se montraient leurs cicatrices pour ceux qui s'étaient fait inoculer, et là il y avait un vrai savoir qui s'appliquait où effectivement les gens expliquaient que à côté du discours d'experts, il y avait la réalité des faits et que concrètement c'était pas forcément une bonne idée de se faire inoculer. Il y avait une circulation de savoir profane qui nuisait clairement au savoir expert. Mais il y a aussi, c'est aussi, on est aussi sur un paradoxe, c'est que ce qui est vrai en santé publique à l'échelle d'une population, souvent n'est pas vrai au niveau individuel. Vous avez une question là? Oui, moi je voulais faire une remarque. D'abord, tu avais un doute sur la qualité de tes instruments. Et si j'ai bien compris, c'est un point de clarification. Tu fais jouer à tes différents mois à la période d'enquête le rôle d'instrument. Non? Parce que là, enfin, en tous les cas, de mon point de vue, tu as un très bon instrument, puisque a priori ça joue sur la réticence à la vaccination H1N1, et il n'y a aucune raison que ça joue sur le fond de... Oui, non, mais j'avais pas de réticence sur ces raisons en particulier, c'était plutôt que de façon générale, quand on recourt à ce type de modèle, on n'a pas réfléchi avant le recueil des données aux instruments dont on aurait besoin pour réaliser tel type de modèle, et souvent en fait, au moment de faire une équation simultanée, on cherche un petit peu partout dans les fonds de tiroir en secourant la base ce qui pourrait bien servir d'instrument. Et sachant que c'est souvent capital la qualité d'instrument pour la qualité des résultats. C'était un doute général sur la façon dont on fait ces modèles-là, mais pas là en particulier. Et la remarque un peu générale, c'est une fois justement donc, tu as défait ce qui est, disons, conjoncturel, que tu peux mesurer par ton contrefactuel l'érosion tendancielle
sur la vaccination en général. Finalement, le mouvement, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus restreint. Je ne sais plus si tu chiffres l'érosion. Il y a un trend général d'érosion de confiance des gens dans la vaccination. Et je me disais, est-ce que ce trend, on ne pourrait pas le mettre en rapport avec un mouvement finalement plus profond de prise de confiance des gens dans les institutions? Et du coup, ce mouvement-là, est-ce que si tu le mets en parallèle avec l'érosion lente des gens, la confiance dans la démocratie, dans les institutions publiques de l'État-providence, et puis concrètement d'ailleurs, quand on n'a pas confiance dans le vaccin, on n'a aussi pas confiance dans les institutions et dans la recherche scientifique. Et dans les institutions que s'est donné la France et l'Europe, que sont données la France et l'Europe, sur le contrôle, les autorisations de mise sur le marché, etc. Donc c'est tout un ensemble finalement qui et donc je me demande si c'est vraiment une question spécifiquement de réticence à la vaccination, c'est pas un mouvement général de crise, de confiance dans presque la modernité. Je pense qu'il y a des spécificités. De la modernité européenne. Après, c'est clairement un mouvement plus général. Alors, on peut illustrer ça de plusieurs façons. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait un journaliste qui avait écrit ça dans le Monde, qui disait pourquoi les gens feraient confiance à Roselyne Bachelot alors qu'ils ont fait confiance à son président quand il a dit qu'il allait faire passer le chômage et qu'il ne l'a pas fait. Au-delà de ça, effectivement, il y a un certain nombre de travaux qui montrent que c'est un sentiment de défiance diffus qui déborde de loin la seule question de la santé. Il y a aussi des travaux, tu parlais justement des questions de système, tout le système depuis la mise en l'autorisation mise sur le marché, etc. Il y a aussi un nombre de sociologues qui ont travaillé là-dessus et qui mettent l'accent sur le fait qu'aujourd'hui on est de plus en plus dans des systèmes experts où en fait au quotidien on utilise des objets, on utilise des savoirs sur lesquels on est compris, en fait on est obligé de faire confiance à des gens qu'on n'a jamais vus. Quand je prends mon ascenseur, je fais confiance à l'ingénieur allemand qui l'a conçu, aux ouvriers belges qui l'ont monté et aux Suisses qui est censé venir le réparer quand il ne marche pas. Et en fait, ces gens-là, je ne les ai jamais croisés, mais à chaque fois, je leur fais confiance quand je monte dans l'ascenseur. Mais ce n'est pas vraiment une forme de confiance idéale, c'est plutôt parce que je n'ai pas le choix. Et bon, c'est un exemple un peu trivial, mais de façon générale, il y a aussi le fait qu'effectivement, on vit dans des sociétés qui sont de plus en plus complexes, où c'est de plus en plus opaque, et c'est de plus en plus difficile, effectivement, d'avoir un sentiment de confiance, parce que finalement la confiance c'est plutôt quelque chose qui s'instaure en face à face. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que les gens ils font confiance à leur médecin généraliste et pas au ministre, parce que le médecin généraliste c'est les deux. Moi j'avais travaillé avec les années sur la crise de la vache folle, c'était pareil. Les gens qui continuaient à acheter du bœuf, c'est parce qu'ils allaient chez leur boucher quartier, parce que c'est tout. Ils étaient là, en face d'eux, et ils discutent avec eux. Ils lui faisaient confiance. Ils ne faisaient pas confiance aux étiquettes des supermarchés. Et c'est aussi qu'à l'époque, au moment de la crise de la vache folle, les attitudes à l'égard des achats de bœuf n'étaient pas les mêmes suivant la couleur politique des gens et suivant le fait qu'elle était cohérente ou pas avec la couleur politique du gouvernement. Donc effectivement, il y avait l'attitude générale qu'on a, le fait qu'on ait confiance, plus confiance dans un gouvernement pour lequel on a voté, influence la confiance qu'on a ensuite au niveau des informations sanitaires qui sont données. Ça c'est bien que tu dis ça aussi, parce que moi je sais que quand on discute avec les gens à la DGS, eux ils ont tendance à penser que la crise de confiance du public à l'égard de la vaccination, à l'égard des produits de santé plus généralement, c'est quelque chose de très spécifique qui est la conséquence des quelques controverses qu'on a eues sur le Mediator ou le vaccin contre l'hépatite B. Alors je ne suis pas sûr que mettre les deux côte à côte c'est très clair. Mais moi j'aurais plutôt tendance à penser que ces controverses-là ce ne sont pas les causes de la crise de confiance, ce sont plutôt des conséquences de la crise de confiance. Et qu'effectivement il fallait au-delà, c'est quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus général qu'on ne réduira pas avec 3 campagnes de communication à la télé. Une question encore, si vous avez. Alors, juste une sur un aspect plus anthropologique, est-ce qu'il y a des différences entre le mode d'administration du vaccin, c'est-à-dire en pratique habituelle, entre d'autres modes, l'administration du vaccin par voie orale, schématiquement voie orale versus injection, c'est pas ça a été est-ce qu'il y a des différences, tu vois. Ça montre effectivement qu'il y a une réticence à l'égard de l'injection. Et qu'effectivement, ça peut être une cause d'opposition à la vaccination, de refus de vaccination, c'est le fait que ce soit un vaccin injectable. Donc, effectivement, un vaccin qui n'est pas injectable,
plus de chances d'être accepté. Pas négligeable pour la vie, baisser le maximum de contamination partie près. Notamment chez les enfants. Il y a des parents qui refusent de vacciner leurs enfants parce qu'on va leur injecter quelque chose. Ok, merci beaucoup pour cette présentation.